à travers cette vidéo. Cartographier le fond de l'océan, sacré défi. Vous allez me dire, quand on sait qu'aujourd'hui les grands fonds océaniques sont moins connus que la surface de la Lune, et bien justement, ils vont nous parler de ce défi en 15 minutes. Eric Le Save, vice-président d'Elevation Business Partner, aux côtés d'Alban Neveu, directeur général groupe. On les accueille. Et je reste ici, messieurs, en tant que maître du temps, c'est à vous. Absolument. Bonjour et ravi de partager avec vous ces quelques recherches sur le sujet des grands fonds marins et du défi de cartographier le fond de l'océan. Alors comme vous le savez, le sujet des grands fonds marins est plus que jamais devenu d'actualité ces dernières années. Il suscite un intérêt croissant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait partie du plan France 2030 qui comprend un volet visant à développer l'exploration de cette zone qui est aujourd'hui encore largement méconnue, comme vous venez de le rappeler justement. Sur le plan juridique, à qui appartiennent-ils ces grands fonds aujourd'hui ? Dans leur zone économique exclusive, aujourd'hui, les États sont libres de faire ce qu'ils veulent, d'explorer, d'exploiter. Et aujourd'hui, bien sûr, ce potentiel des grands fonds, tout le monde sait, il est d'abord économique, puisqu'on parle de ces fameux minéraux dont tout le monde rêve, surtout à l'aune de la transition écologique et la recherche des métaux rares. Mais on découvre aussi maintenant que les grands fonds sont une source d'avantages énormes, en fait, dans bien d'autres domaines, notamment dans le domaine de la recherche médicale, où on est encore au début d'immenses découvertes. Et dans ce contexte, en fait, la France a en fait des atouts extraordinaires. Vous savez probablement déjà qu'il y a quelques années, un projet avait été mené qui avait validé le fait que la France était le numéro 2 dans le monde en termes de kilomètres carrés de sa zone économique exclusive derrière les États-Unis. La nouveauté, c'est que des travaux qui ont été menés par Advention sous l'égide de la Fondation de la mer, sous la direction de Sabine Roux-Bézieux avec Vincent Bouvier et Pascal Hausseur, a montré qu'en matière de surface des grands fonds marins, la France est le numéro 1 mondial, devant les États-Unis. Mais de quoi parle-t-on sur le plan géographique, justement, ces fameux grands fonds marins? Que recouvre précisément cette notion et comment la cartographier? Je passe la parole à Eric Le Save, qui va vous apporter quelques éclairages sur ces questions. Bonjour à toutes et à tous. Merci Alban. Effectivement, quand on a lancé ce projet avec la Fondation de la mer l'an dernier, nos objectifs étaient ambitieux. C'était déjà de mettre en perspective tous les enjeux des grands fonds marins et surtout aussi derrière de déterminer quelle position la France devrait adopter par rapport à ces enjeux. Donc on a lancé le projet avec pas mal de gens sachants autour de la table et lors de la toute première réunion, la première question qui a émergé de la part de quelqu'un qui s'y connaissait un petit peu moins bien en océan et en mer que les autres, ça a été de dire mais comment se définissent les grands fonds marins, à partir de quelle profondeur on parle de grands fonds? Réponse, personne n'avait de réponse. Nos premières recherches ont confirmé ça. Il n'y a pas vraiment de définition de ce que c'est que des grands fonds marins. Il n'y a pas une profondeur au-delà de laquelle on parle de grands fonds par rapport à des eaux territoriales de faible profondeur. Donc on a travaillé, on a regardé comment étaient définis, comment les scientifiques structuraient les océans par strate de profondeur. Il y a globalement 5 zones. La première, c'est la zone épipélagique, de 0 à 200 mètres de profondeur. Ensuite, la zone mésopélagique, de 200 à 1000. Et ensuite, il y a 3 zones vraiment de très grande profondeur. La zone bathysopélagique, de 1000 à 4000 mètres. La zone abyssopélagique, de 4 à 6000. Et la zone hadopélagique, au-delà de 6000 mètres. Et en fait, sur ces 3 dernières zones, la plupart des scientifiques s'accordent à dire que finalement, elles ne représentent qu'une seule grande zone parce que c'est en dessous de 1000 mètres, finalement, les conditions sont un peu toutes les mêmes. Pression écrasante, évidemment. Température relativement stable, de l'ordre de 1 à 4 degrés. Et absolument aucune lumière. Absence totale de lumière au-delà de 1000 mètres. Et donc, finalement, assez peu de vie, assez peu de ressources, beaucoup de vide, beaucoup de désert. Mais néanmoins, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas rien non plus. Donc, finalement, on s'est dit que cette zone de 1000 mètres cette frontière de 1000 mètres qui marque une vraie rupture entre au-dessus et en dessous serait une bonne frontière pour définir ce que c'est qu'un grand fond marin. Donc on a adopté cette définition. Les grands fonds marins, c'est toute zone pour laquelle le plancher océanique est situé à une profondeur en deçà de 1000 mètres. Et donc quelles ambitions on avait ? Cartographier, c'était un bien grand mot. On a commencé par des objectifs plus modestes, déjà mesurés, pour savoir de quoi parle-t-on. Quelle est la superficie aujourd'hui des grands fonds marins? Qu'est-ce que ça représente à l'échelle de la Terre? Et donc, qu'est-ce que ça représente pour l'humanité? Et ensuite, deuxième question, à l'échelle des pays, des principaux pays de la Terre, et notamment de la France, qu'est-ce que ça représente dans sa zone d'exclusivité économique, ces grands fonds?
Donc on trouve beaucoup de gens, enfin la plupart des gens, et je pense tout le monde dans la salle, sait que les océans, ça recouvre à peu près 71% de la surface de la Terre. À peu près tout le monde sait que la profondeur maximale des océans, c'est la fosse des Mariannes avec environ 11 000 mètres. Mais après, dès qu'on aborde des questions un peu plus pointues, il y a beaucoup moins de gens qui savent, par exemple, que la profondeur moyenne des océans à la surface du globe, c'est de l'ordre de 3800 mètres, ce qui laisse d'ailleurs augurer au passage qu'une grosse partie des océans sont constitués de grands fonds marins. Encore moins de monde pour savoir que la surface globale de la Terre est de 510 millions de kilomètres carrés, et donc la surface des océans, on parle d'une surface de 360 millions de kilomètres carrés, les océans. Et donc, comme on l'a dit, comme personne n'a défini les grands fonds, personne pour répondre à la question que représentent les grands fonds en termes de superficie, quel volume d'eau ils abritent, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc, pour répondre à ces questions, il a fallu qu'on trouve des données, qu'on mette au point une méthode suffisamment robuste, fiable, donc s'appuyant sur des données suffisamment granulaires, précises et fiables. Et ben, on s'est confronté à la phrase que l'animateur a rappelée, on connaît beaucoup mieux la surface de la Lune et la surface de Mars que le fond des océans. On s'est vraiment confronté à cette réalité en cherchant. On a quand même fini par trouver une source précieuse, extrêmement suffisamment granulaire, fiable, précise. C'était sur le projet Seabed 2030. Je vous encourage tous à regarder seabed2030.org pour savoir ce que c'est, mais je vais quand même vous en dire quelques mots. C'est un projet collaboratif qui est né en 2017 et qui associe GEPCO à la Nippon Foundation. Alors GEPCO, qu'est-ce que c'est ? C'est elle-même une association qui, depuis plus de 120 ans, maintenant, travaille à cartographier les océans. C'est-à-dire que ça fait 120 ans qu'ils sont déjà sur le sujet. Pourquoi ? L'idée, c'était de rassembler des données et de fournir aux navigateurs, aux marchands, voire aux assureurs, aux plaisanciers, aux touristes, à toute l'humanité, des cartes les plus précises possibles des océans et notamment de leur fond pour éviter de percuter des rochers ou des récifs en naviguant, etc. Ça, c'était la première ambition. Et donc, ils se sont essentiellement attaqués à travailler sur les zones côtières, évidemment. Et donc voilà, ça fait 120 ans qu'ils font ça. Et The Nippon Foundation, c'est une organisation privée à but non lucratif qui a été fondée dans les années 60 par un homme d'affaires et politicien japonais, Ryoshi Sasakawa, et qui a apporté énormément de financement à diverses questions. Et quand il s'est associé à GEPCO, c'est la Nippon Foundation qui a apporté l'essentiel des financements. Donc le Seabed 2030 est un projet qui se passe essentiellement au Japon. Le credo de Seabed 2030, c'est quoi ? Comme on l'a dit, c'est utile de connaître les océans, de connaître les zones côtières quand on veut naviguer, etc., pour éviter tout problème de rencontre avec des récifs, avec des rochers, etc. Mais pourquoi aller cartographier le reste, les grands fonds, etc. Mais finalement, donc la Nippon Foundation et GEPCO se sont dit que c'était quelque chose d'extrêmement utile, voire totalement indispensable, d'avoir quelque chose de suffisamment précis et granulaire pour répondre notamment à un des objectifs des Nations Unies, l'objectif 14 du développement durable. Là, je vais vraiment lire pour pas rater les mots. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers, les ressources marines aux fins du développement durable. Donc effectivement, si on veut faire ça, il faut savoir de quoi on parle, il faut être capable de le mesurer, il faut être capable de le cartographier le plus précisément possible. Et donc en 2017, quand ils se sont réunis, seulement 6% de la surface des océans avait été cartographiée. Le travail était énorme. Ça s'appelle Seabed 2030 parce qu'ils ont pour ambition d'aboutir à quelque chose en 2030. Fort heureusement, dès 2022, l'an dernier, quand on a travaillé, ils avaient déjà rassemblé suffisamment de matière en compilant diverses sources pour constituer une base de données complète de la surface de la Terre, extrêmement précieuse, qu'on a pu récupérer, des très gros fichiers, puisque la surface de la Terre a été découpée en petits carrés pour lesquels ils ont associé à chacun une latitude, une longitude pour le repérer sur la surface du globe et une altitude, positive pour les terres émergées, négative pour tout ce qui est sous l'eau. Donc on a récupéré ça. Chaque petit carré fait environ 465 mètres de côté. C'est donc un niveau de précision absolument incroyable pour cartographier l'ensemble de la surface de la Terre. Ça fait des petits carrés de 0,21 km², et pour vous donner une idée, il en faut 500, ne serait-ce que pour recouvrir Paris. Et à l'échelle de la Terre, il en faut 3,7 milliards.
Ça fait beaucoup de petits carrés. Et la première chose dont on s'est aperçu en travaillant dessus, c'est qu'ils ne sont pas du tout carrés, en fait, puisque le quadrillage de la Terre a été fait sur une projection de Mercator, c'est votre joli planisphère que vous avez tous connu à l'école. Et donc, finalement, il y a autant de carrés pour faire le tour de la Terre à l'équateur que pour le faire au pôle. Donc, il a fallu qu'on fasse un peu de modélisation trigonométrique pour recalibrer chacun de ces carrés qu'on a arrêté d'appeler des carrés, qu'on a appelé des tuiles, qui sont en fait rectangulaires, pour en calculer la superficie. Donc on a enrichi la base de données. Maintenant, pour chaque tuile, il y a une latitude, une longitude, une altitude et une superficie. Et une fois ceci fait, il a fallu faire quelque chose de très simple. On a simplement fait la somme de toute la superficie des tuiles dont l'altitude se situe en dessous de 1000 mètres. En dessous de moins 1000 mètres, pardon. Et tout ça nous a donné la superficie des grands fonds marins. On s'est assuré que la méthode était correcte. On a appelé plusieurs fois et travaillé avec les Japonais de Seabed 2030 pour s'assurer qu'on utilisait bien leurs données correctement. On s'est assuré, en faisant la somme de tout ce qui avait une altitude négative, qu'on retrouvait bien la surface des océans. Donc on a pu affiner, on a enlevé tout ce qui était lac profond, etc., pour avoir une base de données la plus fiable possible qui nous permette de calculer tout ce qui est relatif aux grands fonds. Deuxième source de données, puisqu'on voulait se poser la question, que représentent ces grands fonds pour des pays? On a travaillé sur des bases de données qui viennent du Flanders Marine Institute, qui sont les cartographies, je dirais, les plus précises et les moins polémiques sur les surfaces, les ZEE des différents pays. Et donc, on a pu calquer les ZEE des principaux pays sur la surface de la Terre. Et donc, on a enrichi notre base de données. On a donc maintenant, dans cette base de données, une latitude, une longitude, une altitude et une superficie, et un petit drapeau qui permet de savoir si on est en France, en Chine, aux États-Unis ou en zone internationale. Et donc, avec ça, on a juste eu ensuite à faire des sommes pour savoir quelles étaient les superficies de quel pays, etc., etc. Et donc, nos résultats sont apparus. Sans surprise, déjà, on a pu, comme je l'ai dit, s'assurer qu'en faisant la somme de tout ce qui était altitude négative, on retrouvait bien la superficie des océans, donc 362 millions de kilomètres carrés. Et ce qui était marquant, c'est que finalement, l'écrasante majorité de cette superficie, c'est des grands fonds marins. 88% de la superficie des océans sont constitués de grands fonds marins pour lesquels la profondeur est inférieure à moins 1000 mètres. Ça fait 320 millions de kilomètres carrés, ça fait 62,5% de la surface de la Terre. Et le volume d'eau hébergé à des profondeurs de moins de 1000 mètres est à quelques pouillèmes près, quelques virgules près de 1 milliard de kilomètres cubes. C'est un cube de 1000 km sur 1000 km sur 1000 km. Et dernier enseignement, Alban l'a dit, si la France a la deuxième ZEE en superficie, 10,5 millions de kilomètres carrés contre 12 millions pour les États-Unis, en termes de grands fonds marins, on se retrouve avec la première ZEE constituée de grands fonds marins, puisque 95% de notre ZEE est située en zone de grands fonds, alors que les États-Unis, notamment avec tout ce qui est zone côtière autour de l'Alaska, qui représente des superficies énormes, mais avec faible profondeur, se retrouve deuxième. Donc ce que disait Alban, la France a un rôle absolument prépondérant à jouer par rapport à tout ce qui est relatif aux enjeux de ces grands fonds marins, en vertu de sa place de premier mondial. Il nous reste une minute. Conclusion. C'est mon rôle de mettre du temps, je sais, je suis désolé. Les grands fonds, c'est pas rien, c'est pas abstrait, c'est pas quelque chose qui est loin de chez moi et dont je m'occupe pas, c'est 62% et demi de la surface de la Terre, c'est donc quelque chose de primordial pour l'humanité. La France a un rôle particulier à jouer en étant le premier pays au monde en termes de superficie de grands fonds. Et je voulais remercier aussi la Fondation de la Mer pour nous avoir embarqués dans cette très belle aventure. Et merci beaucoup pour cette conclusion très concis. Merci beaucoup à vous, messieurs. Et vous redécouvrez un dessin de Xavier Gorz, dessinateur de presse, qui est avec nous tout au long de cette journée, métier d'avenir, géomètre des grands fonds. C'est vrai que ça peut être un métier d'avenir. Alors on va tout de suite enchaîner avec notre prochaine table ronde qui s'annonce passionnante. Et juste avant, parce que je sens qu'il y en a qui trépignent un peu au niveau des jambes, on va vous laisser aller 5 minutes et on se retrouve à 11h35 autour d'une table ronde intitulée « Décarboner les navires et les ports », tout un programme. Allez, 5 minutes de pause et 11h35, on débute. À tout à l'heure.